Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui c'est la première de la semaine, donc on est le lundi 20 novembre 2023. On est ensemble en direct sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Merci en tout cas à vous d'être là aujourd'hui avec nous. Et aujourd'hui dans le débat on s'intéresse à notre assiette et qu'est-ce qu'on y met exactement dans cette assiette. Le thème qu'on a choisi aujourd'hui pour vous, ma santé est dans mon assiette. Alors nos habitudes alimentaires modernes peuvent être à la fois délectables et potentiellement délétères pour notre bien-être, pour notre santé. On en saura un petit peu plus tout à l'heure pendant le débat. Côté rubrique, alors comme vous le savez, le casse-tête des parents, c'est de préparer un goûter sain et équilibré. C'est pas toujours évident. Et dans conseil pratique, aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'il faut mettre dans justement la boîte à goûter de vos enfants pour un goûter sain et équilibré pour votre enfant. Et comme vous le savez, la rubrique de Wahida Selmchif s'intéresse à la Palestine, bien sûr. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'un morceau de tissu qui sert à soigner les plaies et à fixer les pansements. Qu'est-ce que c'est au juste? Vous en saurez un petit peu plus dans WeShare en fin d'émission. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie, et ça commence tout de suite. Il est temps d'aborder sans détour ce que nous mettons dans nos assiettes au quotidien. Le sucre, le sel, le gras, les additifs alimentaires, des compagnons familiers de notre vie culinaire moderne, mais aussi des protagonistes majeurs dans le récit de notre santé. Alors, comment transformer notre assiette en allié de notre bien-être? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes et bien sûr, nous attendons vos questions, vos témoignages au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Abdellatif Touati, vous êtes généraliste, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs de Canal Algérie. Merci. Et avec nous aussi monsieur Mohamed Mellek, vous êtes nutritionniste, bonjour et merci d'avoir accepté. Bonjour, merci pour votre accueil et merci, bonjour bien sûr aux téléspectateurs et puis on espère passer un bon moment tous ensemble. Inch'Allah. Alors, pour avoir une bonne santé, il faut une alimentation saine et aussi une activité physique. Alors l'activité physique, vous n'étiez pas avec nous, mais mercredi dernier, on a parlé de la sédentarité. Donc on a parlé de l'activité physique et aujourd'hui, justement, on se penche sur notre assiette, sur notre alimentation. Et on associe malheureusement souvent la malbouffe, ce qu'on appelle la malbouffe, avec fast-food, soda, ce genre de choses, alors qu'il y a aussi des aliments du quotidien qui sont nocifs pour notre santé, mais on ne le sait pas forcément. Vous êtes d'accord, docteur? Absolument, absolument. Et bon, il est indéniable que la junk food et tout ce qui est alimentation de rue est très mauvaise pour la santé. Et par ailleurs, l'alimentation de tous les jours, il y a des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Oui. Et on est obligé ou on est amené à les utiliser d'une façon ou d'une autre. On ne les reconnaît pas forcément directement quand on va faire nos courses dans les supérettes, dans les supermarchés et tout ça. On ne reconnaît pas forcément. On se dit peut-être que c'est bon pour la santé. Quand il y a l'influence aussi du marketing alimentaire qui peut nous jouer des tours aussi. Donc du coup, quand c'est écrit bio, quand c'est écrit plein de vitamines, quand c'est écrit ce genre de choses, on est surtout attiré par ce qui est écrit devant et on ne regarde pas ce qui est écrit derrière, n'est-ce pas? C'est un peu, si vous voulez, la face cachée d'un iceberg, tout simplement. Oui. Où on va bien évidemment, on va mettre en avant, bien sûr, les qualités du produit, tout en cachant un peu les choses dont on n'aime peut-être pas forcément avouer ou montrer, justement, pour ne pas susciter une forme de stress au niveau d'un consommateur. Donc, comme vous avez très bien souligné, c'est justement pour un peu chercher une forme de crédibilité à un produit qui est pauvre d'une manière nutritionnelle. Donc on va utiliser des allégations du type enrichi en vitamines, pauvre en matières grasses et ainsi de suite, et tout en cachant un petit peu les vrais composants qui ont des noms plutôt
plutôt barbares, qu'on ne reconnaît pas forcément directement. Tendance chimique. Voilà, exactement. Des additifs alimentaires. Auxquels on ne retrouve pas forcément au niveau de nos garde-manger et qu'on ne part pas forcément acheter. Si je peux même citer quelques exemples, comme tout ce qui est conservateur, on utilise parfois même des codes. Donc le préfixe SIN accompagné d'un chiffre, le E pour tout ce qui est colorant et tout. Donc un consommateur n'est pas apte si vous voulez acheter ce type de Et puis si on doit retourner chaque ingrédient, qu'on doit lire retourner chaque produit et puis lire les ingrédients et puis se retrouver sur Internet pour dire qu'est-ce que c'est que le SIN tant ou le E tant et qu'est-ce que c'est qu'il y a des sucres aussi cachés sous d'autres noms. On dit oui, il n'y a pas de sucre, ok, du sucre, mais c'est quel sucre qui est remplacé par quel autre sucre qui est aussi mauvais pour la santé. Dextrose, par exemple, polydextrose, c'est pas donné à tout le monde de savoir que c'est du sucre. Donc ils utilisent, c'est l'industrie agroalimentaire qui utilise des subterfuges pour justement, c'est une sorte de leurre. C'est une sorte de leurre. Et plus grave que ça, par exemple, on prendrait une boisson lactée. Oui. Et il y a du calcium. Il y a de la vitamine D, mais on ne vous dira jamais la teneur en sucre. Oui. Or, le produit qui est nocif, c'est le sucre. Oui. Et donc, il faut aussi savoir déchiffrer le tableau nutritionnel. On va y revenir un peu plus tard, justement. Ce tableau-là, qui n'est pas forcément clair et on ne comprend pas forcément tout ce qui est écrit, et que c'est écrit tellement petit qu'il faut peut-être aussi ses lunettes ou une loupe pour pouvoir déchiffrer tout ça, c'est pas toujours évident. Ça, c'est on va dire les combines qui font font pour que le produit passe en avant et voilà. Et justement, quels sont les ingrédients, quels sont les aliments qui posent problème, quels sont les ingrédients les plus nocifs pour la santé dans notre alimentation en général? On peut citer par exemple comme exemple, la margarine tout simplement, ou certaines des margarines actuellement en vente contiennent ce qu'on appelle des acides gras trans et des acides gras saturés qui ont un impact assez négatif au niveau de la fonction cardiovasculaire. Ça peut être aussi cancérigène. Cancérigène à long terme, exactement. Il y a aussi tout ce qui est pain de mie. Et justement, on va utiliser des additifs et des conservateurs dans le but toujours de conserver un peu la fraîcheur du pain. Les farines blanches, raffinées, tout ce qui est raffiné, voilà. Ouais, parce qu'à un certain moment, on disait c'est pas bien de manger du gras, c'est pas bien de manger du beurre, le beurre c'est mauvais pour la santé. Et puis après, on a commencé aussi à vendre des margarines où on disait enrichi en oméga 3. Oméga 6 surtout. Voilà, oméga 6. Donc c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour votre santé. Donc du coup, on s'est tous un peu tournés vers les margarines, basculés vers la margarine, alors que la margarine est aussi nocif et même plus nocif, on va dire. Plus nocif que le beurre, tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez juste comparer à titre informel, le coût de production d'une margarine revient beaucoup moins cher que celui de produire du beurre, simplement. Exactement. Si on jette un peu un coup d'œil sur le niveau des ingrédients, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de lait, essentiellement du lait au niveau du beurre que des traces au niveau de la margarine. On va utiliser beaucoup plus de la poudre. Voilà, utilise la poudre et c'est surtout coloré pour nous donner l'impression que c'est du beurre. Coloré, aromatisé aussi. Aromatisé. On utilise l'arôme du beurre pour cacher un peu on va pas appeler ça de la misère, mais un peu pour nous attirer vers plus. Là aussi, il faudrait prendre un aspect économique aussi. Voilà. Aspect économique parce que les gens comparent les prix et du coup... À comparer, vaut mieux avoir une tartine. Bon, moi je suis fan de la tartine à l'huile d'olive. Je ne sais pas si tout le monde peut être fan de ça, mais à comparer, une tartine d'huile d'olive est beaucoup plus nutritif, on va dire, et beaucoup plus saine qu'une tartine de margarine. Mais une question de goût. Oui. Une question de goût. Et le problème essentiel qui se pose, à mon avis, c'est par rapport aux enfants. Aux enfants, et c'est les habitudes alimentaires chez les enfants. Et là, je pense que les parents ont une grande part de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants par rapport à ça, et ça commence dès la crèche. C'est-à-dire à partir de 3 ans, habituer les enfants, on va les goûter, par exemple. On va y revenir justement dans le conseil pratique. Justement, ça veut dire que c'est aux parents d'éduquer un peu le palais des enfants pour être habitués à manger quelque chose de sain. Absolument. Et c'est eux. Et ce que je vois dans le quotidien, les enfants sont rois et limite ils menacent leurs parents de ne pas aller s'ils n'ont pas leur encas
avec ce qu'ils veulent. Il faut dire qu'ils sont aussi influencés par leurs camarades. Et on va dire que les parents sont mis en otage. Oui. Ils sont pris en otage, carrément. Et ça aussi, donc il y a le marketing, la télé, le matraquage aussi. Et donc un enfant qui a... il faut aussi préciser que ces trusts, ces multinationales, des gens dans l'industrie alimentaire, ils jouent sur ça. C'est pas pour rien qu'il y a des mascottes aussi. Voilà, il y a des études qui sont faites, ils investissent un argent fou pour justement rentrer dans la psychologie de l'enfant et de l'adulte pour le formater dans ce sens. C'est pour ça qu'il y a des mascottes aussi pour, par exemple, des céréales ou autres produits. Il y a toujours une petite mascotte. Ludique, le côté ludique. Voilà, où il y a un jouet qui est vendu à côté. C'est pour encourager justement les ventes. Et si on peut aussi remarquer que même l'organisation, si vous voulez, publicitaire des aliments pour enfants, on utilise généralement la période où on va faire diffuser les dessins animés. Donc en dessin animé, on va faire passer justement... De toute façon, tout est à bon escient, tout est ciblé, cadré, pour contrôler justement pour influencer encore plus les enfants et les mener justement vers ce type de consommation. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre à micro-trottoir, on va dire, c'est notre journaliste Lamia Bedbouda qui est allé à la rencontre de professionnels de la santé et qui leur a demandé leur avis justement sur l'alimentation moderne et quels sont leurs conseils aussi. On suit ça tout de suite. Il suffit d'améliorer son hygiène de vie. Malheureusement, l'Algérien a changé, il ne mange plus comme avant. C'est des plats traditionnels déserts notables et il s'agit de sandwichs et beaucoup de choses qui font qu'il y a une obésité, une surcharge pondérale qui s'installe avec un manque d'exercice physique qui font le lit du diabète. Il n'y a pas de restriction, mais c'est une alimentation en quantité bien limitée et de bonne qualité. Une alimentation où il y aura des glucides, où il y aura des lipides, en quantité donc, équivalente donc, de 50 à 55% pour les glucides, 14 à 15% pour les lipides et pour les protéines, soit végétales ou animales, donc 10 à donc les lipides 30 à 35% et les protéines de 14 à 15%. Dire glucides, on va privilégier plus tout ce qui est donc sucre lent, de temps en temps donc les sucres rapides, occasionnellement, d'accord. Lipides, privilégier tout ce qui est donc lipides donc la bonne graisse, d'accord. Éviter donc les acides gras monosaturés, éviter les transsaturés et les acides gras saturés, c'est-à-dire la bonne graisse où il y a de l'oméga 3 plus, protéines plus végétale que animale, c'est-à-dire c'est toute une éducation nutritionnelle. Favoriser les fruits, favoriser les légumes dans le plat, revenir à notre régime, donc au régime de nos ancêtres, donc le régime méditerranéen, et favoriser les boissons. Bien sûr, éviter tout ce qui est fast-food, tout ce qui est repas très gras. 5 fruits et légumes par jour. Vous savez, il y a l'adage maintenant qui est très connu, c'est manger et bouger. Il n'y a pas que l'alimentation. L'exercice également quotidien qu'il faut avoir. Mais ici, en termes d'alimentation, manger équilibré, c'est facile à dire, ça peut être une belle phrase, mais au quotidien, il est parfois difficile pour des personnes qui travaillent de se permettre des pauses santé où ils vont manger équilibré. Et j'invite mes concitoyens à essayer de faire 5 fruits et légumes par jour. Vous savez, le couscous, c'est un plat traditionnel qui est très équilibré. Et vous allez voir qu'autour de vous, qu'autour de nous, nos familles, on en mange de moins en moins. Le couscous, c'est pas uniquement le grain, c'est aussi les légumes qui viennent dessus. Et tout ça fait que c'est oublié malheureusement. Donc manger équilibré, c'est salade, c'est couscous. En fait, on illustre ça par un plat qu'on divise en deux et la deuxième partie, on la divise sur 4. La moitié de l'assiette doit contenir des féculents, du riz, donc des pâtes, de la pomme de terre. Le quart de l'assiette doit contenir des légumes verts, donc tous les légumes, donc la richesse de notre pays, donc on a tous les légumes, donc la variété de légumes, et avoir une ration de protéines, donc des œufs, du poulet, des escalopes, des poissons, d'accord. Dans l'assiette,
l'assiette et auquel on va rajouter de l'eau, bien sûr, et un produit laitier. Et voilà, et rajouter un produit laitier. Le lait, c'est bon pour la santé? Il y a eu des études, je ne pourrais pas dire des études, mais voilà, c'est un petit peu controversé. On disait que le lait, ce n'était pas forcément bon pour la santé. Pour le microbiote, voilà. Donc, boire du lait... Du lait comme ça, il est préférable de prendre du lait sous une autre forme, type yaourt, nature, grec, petit suisse. Mais fermenté. Voilà, c'est meilleur pour la santé, pour le microbiote. D'accord. Et on a parlé aussi dans le micro-trottoir, on a parlé de régime méditerranéen. Alors, régime méditerranéen, on entend beaucoup parler, on dit que c'est le meilleur régime, c'est la meilleure façon de s'alimenter. Est-ce que vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qu'un régime méditerranéen, justement? Oui. Le régime méditerranéen va un peu toucher aux principaux nutriments que l'on connaît, que ce soit les glucides, les lipides et les protéines. Pour ce qui est des protéines, la Méditerranée, donc, ça va la principale source de viande va venir de la mer, tout simplement. Et la meilleure qualité de protéines, pour moi, actuellement, c'est celle qui vient tout simplement du fond de nos mers, de nos océans. C'est donc exact. Et puis il y a l'aspect justement glucides. On va utiliser du blé complet que l'on cultive au niveau donc grâce à la fertilité un peu de nos côtes, tout simplement. C'est nos fruits de saison qui sont très colorés, que ce soit les poivrons, tout ça. Gorgés d'eau. De soleil. De soleil, justement, grâce au climat et aux avantages un peu géographiques de notre pays, tout simplement. Donc il faut revenir un petit peu aux sources. Absolument, absolument. Revenir à les anciennes des traditions, nos anciens, comme je disais tout à l'heure, oui, pendant le reportage, le micro-trottoir, on était en train de discuter, on parlait de ça. Par rapport à ça, et donc on vivait peut-être moins, mais mieux. L'espérance de vie a certes augmenté par rapport au progrès de la science, mais nos anciens vivaient mieux que nous. Donc, et puis on mangeait également, si vous voulez, les fruits et légumes de nos saisons. On attendait par exemple l'orange pendant aujourd'hui, l'orange peut nous suivre jusqu'en été, toute l'année, tout simplement. Toute l'année, on peut trouver tous les fruits et légumes toute l'année qui sont sous serre et donc transformés. Idéal, voilà. Puis même revenir un peu au paléolithique, ça va revenir un peu loin, mais nos ancêtres étaient des chasseurs, tout simplement aller chasser sa nourriture, créer donc une forme de dépense énergétique qui va donc rentabiliser par un repas qui est copieux, donc ça crée un équilibre au niveau de la balance énergétique, tout simplement. Alors aujourd'hui, quels sont les aliments justement, ou les produits, on va dire, les aliments plutôt, qui sont réellement nocifs pour notre santé? On accuse qui au juste aujourd'hui? Ce qui est pointé du doigt, en premier lieu, c'est le sucre. Et les farines transformées et le gras. Donc, c'est les produits phares. Parce que, bon, il faut dire aussi que ces produits, on en a besoin, on doit en consommer. Sauf c'est les quantités et les façons de les cuisiner ou de les présenter. Par exemple, la prévalence du diabète en 2023, elle est à 10-15% de la population de plus de 18 ans. Et le diabète le plus de type 2, qui est donc provoqué par une mauvaise utilisation de l'insuline. Pourquoi? Parce que justement, c'est des boissons, les sodas sucrés, qui font que le pic de sucre est vite atteint. Et donc, on a une production d'insuline, on retombe en hypo et à 10h30, 11h, on a la fringale. Donc, on est obligé, ça va amener au surpoids. C'est pour ça qu'on voit les enfants. Si on veut moins manger, il faut manger moins sucré. Beaucoup moins sucré, oui. D'accord. Mais on ne peut pas éliminer complètement le sucre de notre alimentation. On a besoin quand même d'un petit peu de sucre. Oui, pour l'énergie. Mais il y a des alternatives. Du miel, par exemple. Du sucre naturel. Confiture, sucre naturel. Un bon petit déjeuner, par exemple, pour un enfant. Il y a l'œuf. Voilà, l'œuf qui fait partie. Donc, il est très important. Et pour vous schématiser un petit déjeuner, on va dire correct, au point de vue nutritionnel, on a l'œuf de n'importe quelle façon, brouillé ou à la coque, ou alors un yaourt nature et un fruit avec un bout de pain complet si possible. Et c'est bon, on a le truc pour la matinée.
pour la Justement, matinée. Comme le docteur l'a signifié, on peut pas, il y a certains aliments, comme les glucides, dont on ne peut pas vraiment se séparer. Par exemple, le Oui, fonctionnement on est du obligé. cerveau est intégralement Absolument. assuré par les glucides. Donc se priver du cerveau, donc c'est un peu se priver de ses facultés mentales, tout simplement, on va dire ça comme ça. Et puis, donc il faut, si vous voulez, manger équilibré, varier, et puis varier surtout les sources de glucides, en privilégiant beaucoup plus les sucres complexes. Les glucides complexes, ils vont rester donc un certain nombre de temps pour être dégradés. Ce qu'on appelle les sucres lents. Les sucres lents, justement, Voilà. tout ce qui vient à partir du blé et de ses dérivés. D'accord, très bien. Et on pointe du doigt aussi un autre ingrédient qui est le sel, qui est souvent utilisé aussi comme conservateur. Comme exhausteur de goût. Comme aussi. exhausteur de Exhausteur goût de aussi, goût. oui. C'est lui qui va donner le charme, le goût, si vous voulez, à un aliment. Tout simplement, il va sortir un peu des parfums, surtout au niveau du palais où on a des récepteurs, donc il va un peu faire prononcer le plat. Mais justement, par exemple, on citera comme le meilleur exemple, c'est la moutarde, tout simplement, qui va agrémenter Un condiment, oui, qui est va hyper agrémenter. salé, quand même. Le taux de sel présent au niveau de moutarde est Même assez au niveau important. du soda. Au niveau des du sodas, sel. exactement, Le ce qu'on soda. appelle du sel caché. Il y a Voilà. aussi du sucre caché au niveau du pain. Oui. Voilà. Si vous voulez, Donc, au niveau du goût, on a l'aspect salé, mais il y a aussi du sucre qui est comptabilisé au niveau de notre balance énergétique. C'est un peu le jeu du palais, tout simplement. Et le sel, est-ce qu'on peut s'en passer pour notre On doit- santé? Non, il est nécessaire, sauf qu'il y a des normes, il y a des quantités Et à ne justement, pas. quelles sont les quantités qu'on doit prendre en sucre et en sel? Alors, pour le sel, c'est 5 grammes par jour. 5 grammes, c'est 5 grammes, c'est une cuillère à café. Une cuillère à café. C'est-à-dire. deux pincées, on va dire, 2-3 pincées? Un peu plus, quoi. Non, un peu plus. Un peu plus. Une, Il faut une cuillère à tenir soupe, compte, c'est 5 grammes D'accord. de sel en tout. Et le sucre, un peu plus, beaucoup plus. C'est pratiquement 10 fois plus. C'est Justement, 50 grammes de sucre. Et, Pardon. sauf que. C'est-à-dire, il y a des règles à respecter. Manger modérément et manger bien. Pour manger sainement, manger modérément. Voilà. Oui, mais on ne sait pas forcément le sucre ou le sel qui est caché dans nos aliments. Souvent, on mange, on va dire, les soupes déjà préparées. Il y a du sel et du sucre, je pense, à Déjà, l'intérieur. Elles sont à bannir, les soupes à préparer. Oui. Elles sont à bannir. Les soupes lyophilisées. Non, mais le On problème va se pose on va pas. pas culpabiliser un petit peu les parents aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des parents qui n'ont pas forcément le temps. Ils vont se dire, voilà, sur cette soupe, il est écrit plein de vitamines. Oui, il ça est écrit. facilite la vie, c'est clair, C'est clair que ça facilite la vie, bien sûr. Mais après, au détriment de la santé des enfants. Moi, j'insiste beaucoup sur les enfants, parce que les enfants, Ce sont les adultes de demain. les oui. adultes de demain, ils sont plus maniables, on va dire, de 3 ans quand ils sont à la crèche jusqu'au collège, mais après, on les perd. Après, et en espérant, parce qu'ils vont passer par une période d'adolescence où ils seront rebelles, Voilà. où il y aura l'influence, surtout s'ils sont à la fac et tout. Mais à un certain moment, pour peu qu'ils aient un peu de maturité, et Ils vont s'assagir un petit ils peu, finiront par s'assagir et faire la part des choses. Il y a aussi les maladies qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que il y a 30 ans, 40 ans, quand j'étais par exemple interne des hôpitaux, il y a certaines maladies qu'on ne voyait qu'à partir de 70 ans. Le diabète, par exemple, là maintenant, dans ma consultation, à 30 ans, un jeune diabétique hypertendu. 30 ans. À 30 ans, oui. Mais il faut voir justement dans la rue, il faut voir dans les cafés un jeune qui va prendre son petit déj le matin. Qu'est-ce qu'il prend? Alors, par exemple, une viennoiserie avec une pâte à tartiner, avec un jus qui n'est en aucun cas naturel. Oui. Donc, c'est une bombe. C'est une bombe. Même en cas de jus naturel, quand on prend un fruit et puis qu'on le presse. Et justement, on va perdre le côté fibreux qui est très important. Les fibres vont, si vous voulez, Justement, qui vont s'agglomérer, si vous voulez, avec les aliments. Et ça va voilà. un peu condenser au niveau gastrique et ça va justement emprisonner et même retarder le processus de digestion, tout simplement. C'est ce qui va justement envoyer des signaux au niveau du cerveau. Et donc, ça va inhiber tout ce qui est insuline, pic insuline, la leptine et tout ça. Et ça va justement éviter la sensation de satiété. Enfin, plutôt créer la sensation de satiété, éviter celle de la faim, tout simplement. Donc, il vaut mieux prendre un fruit. Justement, profiter par exemple. Et même au niveau de la quantité, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple 3 oranges pressées, ça vous fait un verre. Oui. D'accord. Alors, il est plus facilement prendre. Alors si on prenait 3 oranges en quartier, c'est très difficile justement à consommer. finir. Voilà, ça Oui. va créer de la mâche et la mâche aussi, c'est un un processus stimuli, important. si vous voulez. Aussi. Oui, dans la satiété, exactement.
Voilà, plutôt qu'un jus d'orange. Voilà. Ouais, parce que quand on avale liquide, on n'a pas forcément la sensation d'avoir la notion d'avoir pris une quantité. Oui, mais le cerveau. Voilà, c'est le cerveau. Il y a un côté psychique et aussi au niveau des quantités. C'est-à-dire qu'il y a le visuel qui joue. Donc une assiette, par exemple, tout à l'heure, on va peut-être parler de quantité ou qualité, exactement. Alors, les dernières études disent que plus de la moitié des risques de cancer sont évitables grâce à notre alimentation, à une bonne alimentation. C'est vrai que ces dernières années, on remarque qu'il y a de plus en plus de cas de cancer. Est-ce que notre alimentation est mauvaise au point de nous créer des cancers? Oui absolument. Ou non? Absolument. Dans tous les cas, pour vous donner un exemple, oui. En 1980, quand j'étais interne des hôpitaux de Paris, par exemple, le service de cénologie de l'hôpital Mustapha au CPFC n'existait pas. N'existait pas. Oui. Et donc aujourd'hui, allez voir ce qui se passe. Il y a de plus en plus de cas, de cancer. Et il est prouvé que le sucre est l'élément à la base de tout du cancer. C'est lui qui nourrit les cellules cancéreuses. Ça, c'est indéniable. C'est vrai que pour une personne qui suit, par exemple, une chimiothérapie, on lui demande de ne pas prendre de sucre, d'éviter tout ce qui est sucre pour justement avoir un meilleur effet. Bien avant, oui. Des médicaments et bien avant ça, Il y a aussi les acides gras saturés. La graisse, quand on parle de gras aussi. Qui sont un facteur donc, important. Ça, c'est pour revenir un peu à l'aspect socio-économique et santé publique en général. Donc je reviens aux maladies qui n'existaient pas avant ou qui se voyaient à partir de 80 ans pour voir des hypertensions, des diabètes, alors qu'aujourd'hui, très tôt, jeunes de 30 ans, hypertendus, diabétiques, en surpoids, pour ne pas dire obèses. Et donc voilà, il y a l'image moi que j'ai, je circule dans les rues d'Alger, je suis ahuri quand je vois le nombre de jeunes en surpoids, pour ne pas dire obèse. Alors qu'avant, en parlant justement du régime de nos parents ou de nos anciens, l'Algérien était plutôt mince. Plutôt svelte, exactement. Plutôt svelte. Voilà. Puis il y a aussi le mode de vie, les emplois du temps actuels où généralement les parents, les deux travaillent. Le stress, il y a un tas de facteurs. Il y a un tas de facteurs, c'est clair. Ça occupe un temps qui est quand même assez important pour un foyer. Donc aller recourir à des aliments déjà préparé tout simplement, à réchauffer devient, si vous voulez, un gain de temps assez énorme pour des parents déjà fatigués par le quotidien, un emploi du temps déjà assez chargé. Sans parler des préparations préparées au micro-ondes, vite fait. Ça permet de... ça aussi, justement... On peut se permettre ça une fois de temps en temps. Oui, vous êtes d'accord? Non, c'est clair. Oui. De temps en temps, même les jeunes qui, après un examen, font la fête, elles vont prendre des hamburgers, des cochonneries entre guillemets, c'est permis. Mais après, c'est dans le temps. C'est dans le temps et c'est dans la régularité. Puis même dans l'organisation d'un régime, tout simplement, quand une personne souhaite par exemple perdre du poids, on organise à chaque fois, si vous voulez, ce qu'on appelle un cheat day. C'est assez anglais, c'est une journée un peu porte ouverte où on va justement se permettre de manger gras, de manger, en parenthèse, d'exoler du mot sale, tout simplement. Et ça permet justement de relancer un métabolisme, parce que notre métabolisme, notre corps est fait pour s'adapter en quelque sorte à l'alimentation. Si on mange tout le temps les mêmes aliments, donc ça va créer une forme de... Donc même si on perd du poids, on va dire pendant un mois, parce qu'on a suivi un régime alimentaire, on va perdre du poids pendant un mois, après un mois, notre corps va s'habituer, il va commencer à stocker. On va plus perdre du poids. On va plus perdre du poids, il faut relancer se permettre... le métabolisme en travers, justement, en allant toucher à Et ça fait du bien aussi au moral, parce que... Exactement. Oui, surtout aussi, il y a le stress, il y a la dépression, parce que les gens... La monotonie, exactement. Faire un régime, c'est pas évident après, bien sûr. Il faut privilégier beaucoup plus un rééquilibre plutôt qu'un régime. Moi, je suis contre un peu les régimes privatifs. Ça sert absolument à rien. Ça va créer, comme le docteur peut vous le confirmer, l'effet yo-yo tout simplement. Et on aura plus de gains au final que de pertes.
Alors on parle aujourd'hui de nutrition, on parle de santé aussi, alors ma santé est dans mon assiette. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors prendre du poids, c'est manger trop ou manger mal? C'est une question de quantité ou de qualité? Pour moi, il s'agit un peu des deux, si vous voulez, parce qu'il y a tout simplement un équilibre entre ce qu'on appelle, entre apport tout simplement et dépenses énergétiques. À partir du moment où la balance elle va beaucoup plus pencher au niveau des apports, on va créer un surplus d'énergie. Ce surplus d'énergie va tout simplement être stocké sous forme de gras au niveau des viscères. Et aussi, mais également manger mal tout simplement avec parfois des aliments qui peuvent être surenrichis en glucides, en lipides, va justement ce qu'on appelle tout simplement des calories vides. Ce que je veux dire par là, une calorie vide, c'est tout simplement un aliment donc, dont la valeur nutritionnelle est pauvre, mais dont la quantité de calories apportées est quand même assez énorme. Et l'exemple le plus probant, c'est les farines blanches. Exactement. C'est les farines tout ce blanches, qui est transformé, de manière voilà. générale. Donc c'est des calories vides, donc beaucoup de calories, mais peu de qualité au final, peu de nutriments. Donc l'essentiel n'est pas là, c'est-à-dire tout ce qui est fibres, vitamines. Donc il faut savoir ce qu'on met dans son assiette et faire le tri de ce qu'on achète aussi. Quand on peut, aussi je reviendrai toujours à l'aspect économique, parce que les bons produits, ça assez cher. Revenir au naturel, on va dire, revenir aux fruits et les légumes. Oui. Voilà. Fruits, légumes et l'alimentation de nos parents. Tout simplement, exactement. Nos parents, justement, on a nos grands-parents qui développent un diabète vraiment, à un stade vraiment très très avancé. Là, c'est vraiment la vieillesse du pancréas plutôt qu'autre chose, tout simplement. Absolument. Alors, les combinaisons aussi, les combinaisons alimentaires, dans le sens où, quand on a une assiette, il faut faire certaines combinaisons. On l'a vu aussi quand certains spécialistes disaient que la moitié devrait être ça et l'autre moitié devrait être... Il faut savoir aussi faire ces combinaisons-là et savoir ce qu'on met, quantité de légumes verts, quantité de protéines, de bons lipides, tout ça. De gras. Donc, comment justement faire le tri dans tout ça, comment diviser son assiette? Justement, comme votre reportage l'a si bien expliqué, dans un assiette, il faudrait déjà que 50% de la quantité soit dédiée, si vous voulez, aux glucides, aux glucides complexes. On a aujourd'hui, au niveau du supermarché, une très très bonne alternative aux pâtes blanches, qui est les pâtes complètes. Je pense que le docteur peut confirmer, c'est des pâtes qui sont très très riches en fibres et qui vont donc rester à un certain moment au niveau de l'estomac et donner de l'énergie tout au long de la journée. Ça va nous éviter tout ce qui est fringales, etc. Il faut chercher les protéines pour l'entretien musculaire, tout simplement. Protéines, quand on parle protéines animales ou plutôt protéines animales, végétales. Après, tout dépend des préférences de chacun. Il faudrait quand même éviter la viande rouge. La viande rouge qui est bannie, qui est montrée du doigt. Surtout l'agneau. Préférée. Donc des viandes blanches, de préférence maigres aussi. Le blanc de poulet, tout simplement, escalope de dinde. La dinde, tout simplement. Tout ce qui est blanc, tout ce qui est faible en gras. Et privilégier les bons lipides, tout ce qui est huile d'olive, donc riche en acides gras insaturés, donc contrairement. Et les légumes? Et les légumes, bien sûr. Pour les fibres, pour les vitamines, exactement. Légumes verts, les fruits. Après, on va privilégier beaucoup plus les légumes que les fruits pour leur faible teneur en glucides, tout simplement, puisqu'on va initialement mettre des glucides complexes, donc un peu pour faire la part des choses. Il faut faire aussi la part des choses concernant on n'appelle pas ça forcément des légumes, comme la pomme de terre n'est pas considérée comme un légume. Il y a aussi, féculent. Donc il faut aussi savoir faire le tri. La carotte, c'est un légume ou c'est un féculent? La betterave? On les classe beaucoup plus par rapport aux légumes, tout simplement pour ce qu'ils apportent en termes de fibres et en vitamines. Une carotte apporte beaucoup plus tout simplement de vitamines qu'une pomme de terre, si je me permets. Mais elle apporte aussi du sucre. Elle apporte du sucre, mais du sucre qui est beaucoup plus blanc. C'est du bon sucre. C'est du fructose aussi, il y a une part de fructose. Le fructose, il n'est pas, si vous voulez, détectable au niveau du sang, tout simplement. Que le saccharose. Que le saccharose ou que le glucose. Il ne va pas créer justement le pic insulinique dont on veut éviter absolument. C'est lui qui, justement... On dit souvent qu'il ne faut pas justement prendre un fruit juste après avoir mangé. Il faut éviter, il faut laisser un peu de temps et puis après prendre son fruit. Est-ce qu'on le prend juste après avoir mangé? Si on suit les préceptes religieux, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par son dessert avant de tout simplement commencer à manger son repas. C'est quelque chose, c'est juste revenir à nos valeurs islamiques entre parenthèses. Et puis justement, ça permet un peu d'éviter le pic insulinique après le repas. Donc si on a le pic, on va tout de suite manger, se caler et puis tout simplement en finir tout simplement avec le repas initialement prévu.
D'accord. Et donc, Oui. pour résumer, c'est des habitudes alimentaires. Exactement. Et les habitudes alimentaires, moi je reviens toujours aux enfants. Oui. Les habitudes alimentaires commencent très tôt, Très tôt. avec les enfants, l'éducation des C'est enfants par pas rapport à ça. évident. Il y a un certain âge où les enfants n'aiment plus les légumes. Comment faire à ce moment-là? Vous savez, à l'âge de 3 ans, 4 ans, où il repousse tout ce qui est vert, tout ce qui est orange aussi, de temps en temps, tout ce qui est carotte. Surtout le vert. Certains enfants, pas tous. Hein. Je suis d'accord et pas d'accord avec vous parce que, par exemple, dans les cantines scolaires, quand ils sont obligés, ils mangent ça. À la maison, l'enfant, il manipule. Il manipule ses parents. manipule et il a des solutions de rechange. Je suis tout à fait d'accord avec Voilà. vous, parce Il y que a je une le espèce vis d'affect. actuellement. Et oui, tout le monde, on est parents, et il y a une espèce d'affect où on se laisse embobiner par les enfants. Il y a une espèce de chantage On va affectif. culpabiliser un peu. Il va pas manger si je lui fais pas sa Voilà. petite purée ou si je lui fais pas Mais ça. par contre, à la cantine, ou alors quand il part en colonie de vacances, il mange tout. Il mange tout, c'est équilibré. Et aussi, il y a le fait qu'il y ait ses amis, ses copains, Voilà. qui mangent tout. Donc, Écoutez, moi, j'ai pas votre expérience en tant que parent, donc je peux pas un peu, si vous voulez, interférer par rapport à ça, mais je dirais tout simplement que, écoutez, quand vous terminez une journée de travail, que vous êtes un peu saturé mentalement et qu'un enfant commence un peu à râler parce qu'il ne veut pas manger ses légumes, donc on va essayer de toujours penser à une alternative qui va lui faire plaisir. Et au final, c'est un peu égoïste de la part d'un parent, puisqu'au final, ils achètent aussi sa paix mentale à lui. Oui. ça, c'est les aléas de la vie, femme moderne ou de l'homme moderne moderne aussi. des temps modernes, voilà, oui. plus exactement, des temps modernes qui font que la femme arrive à la maison. Justement, pour acheter la paix Du foyer. La paix du foyer, ça commence déjà par un peu acheter Déjà, on rentre stressé à la maison. Stressé à la maison, fatigué, avoir un enfant qui râle, j'imagine que ça ne doit pas être très agréable. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai que, personnellement, mon expérience personnelle fait que mes enfants, justement, à l'école, mangent de tout. Voilà. Mais justement, mangent de tout. Là, de c'est ça, tous les légumes. Mais tout. une fois à la maison, ah non, j'aime pas ça. C'est ça. Ah non. Mais j'ai trouvé, il y a eu aussi une astuce où vous proposez à tous les jours peut-être une salade de légumes, le poser sur la table et laisser l'enfant, peut-être un jour il ne va pas toucher, peut-être le deuxième jour, peut-être qu'il va toucher. Peut-être qu'on ne peut pas obliger non plus un enfant à manger, on ne peut pas lui faire du chantage. Bon, c'est déconseillé aussi du côté psychologique, lui dire si tu ne manges pas, tu n'auras pas ton dessert. On peut jouer un peu sur ce qui est un peu une forme de compensation, un peu pour l'encourager un peu à toucher aux fruits. Par exemple, comme font les Occidentaux, pas de dessert s'il n'y a pas de consommation des légumes, juste simplement. C'est ce qu'elle dit justement, il ne faut pas faire ça. C'est difficile. C'est un petit peu du chantage. Il y a du chantage. Mais ça va créer justement pour faire participer à l'enfant, au moins jusqu'à qu'il ait l'âge un peu de prendre conscience de l'importance de ces légumes. C'est pour ça, madame, que je reviens à la précocité de l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire à 3 ans. Pour moi, 3 ans, au moment où il commence à aller à la crèche, il faudrait, parce qu'il est maniable, on peut le manipuler, on peut le convaincre, on va dire. Mais après, ça sera plus difficile. Il y a la période d'opposition aussi. Oui, à l'adolescence, après 12 ans. Il y a la petite adolescence, 2 ans et demi, 3 ans aussi, où l'enfant est quand même là à dire non, je ne veux pas ça. Madame, il est dans la découverte. 2 ans, 3 ans, il est dans la découverte. C'est une transition entre l'état nourrissant, si vous voulez, docteur, enfin, c'est à vous de me confirmer, et le sans passage justement à la vie d'un jeune enfant, tout simplement, pré-pubère, entre parenthèses, si vous voulez. Donc ça va un peu. Il va se créer une forme de rébellion au niveau. Il peut chercher à imposer sa personnalité, sa vision des choses, malgré son jeune âge. Et aussi, un truc très important que les parents vivent, c'est le fait de manger ensemble. Oui, voilà, on ne mange plus ensemble comme avant. Pardon ? On ne mange plus ensemble comme avant. Souvent, on fait manger les enfants et après, on mange, les adultes mangent. Ou vice-versa. Et ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Même dans la communication. On ne se voit pas pendant la journée. Tout le monde va à ses occupations à partir de 8 h du matin. Et le seul moment où on se retrouve, c'est le repas du soir. Donc c'est convivial. Et c'est là où on mange tout en discutant, en faisant le briefing et dire ce qui s'est passé dans la journée et faire passer
certaines choses plus facilement. Voilà, Plus exactement. Ça, facilement. c'est un processus C'est perdu aussi, ça se perd. qui va justement former, comme le docteur a dit, les futurs adultes, justement à travers les entretiens qu'un enfant puisse justement avoir avec ses parents. Et ça va justement forger une personnalité. Très important la communication, Voilà, même par rapport aux aspects, on va dire, de la vie sociale, c'est-à-dire les problèmes qu'on voit au quotidien, profiter pour les mettre sur la table et avoir l'avis de tout le monde et en discuter. Et l'enfant prend de la maturité, de l'assurance et ça permet finit justement par accepter. Exactement, ça évite aussi que l'enfant un peu se renferme sur lui. Sur lui-même. Parce que généralement, les parents qui perdent un peu, si vous voulez, la communication. Partie prenante de la famille. L'émission, c'est ma famille, ma vie. Voilà. Donc la famille, c'est un tout. C'est un tout. Très bien. Alors un dernier conseil justement aux téléspectateurs, docteur, par rapport à la nutrition moderne, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Moi, à mon avis, on devrait être plus strict, ne pas acheter, c'est-à-dire faire les courses, ne pas ramener à la maison des produits qui tenteraient, donc faire un tri au niveau de ça. Si on n'habitue pas l'enfant, par exemple, à des bonbons, une fois plus âgé, il ne sera pas attiré par les bonbons. Voilà. Les bonbons, il en faut. Un enfant mange toujours des bonbons. Oui. Non, même les bonbons. Mais toujours à quantité raisonnable. Exactement. On ne peut pas priver un enfant d'un bonbon. Et c'est pas parce qu'il y a une mascotte dedans et que c'est écrit riche en calcium, riche en vitamines, riche en vitamine D que c'est forcément bon. Après, il y a des occasions pour lui faire plaisir, de bons résultats scolaires. Voilà, il s'est bien tenu, il a fait son lit. Donc il y a des aspects pour l'encourager dans ce sens. Voilà, et compenser. C'est un peu. Oui, c'est pas toujours évident avec les enfants, exactement. Et puis, ça serait aussi intéressant que des émissions comme la vôtre puissent un peu éclairer les consommateurs un peu non avertis sur le vrai du faux, le mythe du fait. Et aussi, donc, on gagne au niveau des écoles de ce qui est atelier, qui permet justement encadré par des professionnels de la santé qui puissent justement les aider à voir plus clair. Mais malheureusement, on ne voit plus. Justement, on en a parlé dans l'émission à la rentrée. Justement, on a parlé de la rentrée scolaire, on a parlé des UDS, unités de dépistage et de suivi, des médecins qui justement sont là pour font la ronde exactement au primaire, au CEM et au lycée. Et ils font justement des séances où ils sensibilisent les enfants par rapport à un goûter sain, par rapport à une nutrition saine, par rapport à une bonne hygiène de vie, à une activité physique, à ce genre de choses. C'est fait. Mais après, il faudrait faire peut-être la même chose, mais pour les parents. Ou avec la présence des parents. Des parents, voilà. Oui. Oui. Exactement, tout simplement. On peut tout simplement profiter de notre temps actuel, c'est-à-dire le monde de la technologie qui, un peu, s'il vous plaît, permet d'ouvrir beaucoup de fenêtres par rapport, et on est un peu mieux informé qu'avant, grâce justement au réseau, justement créer des émissions telles que la vôtre, des ateliers aussi connectés qui puissent justement aider le jeune parent. Les enfants sont imperméables, c'est aux parents justement. Non, par rapport à l'éducation des parents. Des parents, voilà. Juste du côté des parents, pour que c'est le parent qui va payer les courses, tout simplement, c'est lui qui va choisir au niveau des étalages, pour qu'il puisse justement savoir quel aliment choisir, plutôt l'aliment justement à éviter. À tout ça. Exactement. Alors, merci, docteur Abdellatif Touati, vous êtes généraliste, merci d'avoir participé à l'émission. C'est moi qui vous remercie, avec plaisir. Vous restez avec nous, monsieur Malek? Oui. Malek, pardon, pour la rubrique conseils pratiques, juste après ceci. Rejoint Wahida Salim Chérif, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah, tranquille. Alors, Wichir, tout à l'heure avec toi en fin d'émission. Exactement, on va faire une découverte. On va faire une découverte avec toi en fin d'émission, mais maintenant on va s'intéresser au goûter. Tu prends encore ton goûter? Non, mais c'est une question. Oui, j'avoue que oui. Très bien. D'accord, oui. Alors on va en savoir un petit peu plus maintenant, juste après ceci. Alors, monsieur Melek, le goûter, ça peut être un réel casse-tête pour les parents parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il faut mettre dedans. Il faudrait que ça plaise à l'enfant. Il faudrait que ça plaise aussi à ses amis parce qu'il est très influencé par ses amis. Et il faudrait que ça soit sain et équilibré. Alors, tout d'abord, est-ce que le goûter est un repas ou est-ce que c'est un snack où on peut tout y mettre?
Pour moi, il s'agit beaucoup plus d'un snack, vu que déjà il est situé, si vous voulez, en dehors tout simplement des principaux repas que l'on reconnaît, tout simplement le petit déjeuner, déjeuner et le dîner. Donc c'est une occasion tout simplement pour un peu donner, si vous voulez, un boost d'énergie à l'enfant, justement pour le matin, vu qu'un enfant c'est quand même une boule d'énergie qui se tord, qui bouge, soit au niveau de son établissement, à la maison. Donc il y a tout le temps une dépense énergétique continue par rapport à un adulte. Donc prévoir, si vous voulez, une collation à 10 heures permettrait un peu de venir redonner ce boost d'énergie pour la suite de la journée. Et justement, la collation de l'après-midi aussi, elle est très importante. Donc ça va venir un peu créer le processus de récupération d'une journée d'études, et puis justement éviter tout ce qui est fringale et attendre patiemment et quand le dîner tout simplement sera servi. Ah, exactement. Voilà. Alors on a parlé tout à l'heure de la santé, de l'assiette santé justement, qu'est-ce qu'il fallait mettre dans son assiette. Maintenant tout de suite on parle du goûter, comment préparer un bon goûter à ses enfants, un goûter sain et équilibré. C'est pas toujours évident, mais aujourd'hui avec Monsieur Mellek, nous en saurons un petit peu plus. Alors si vous avez des questions justement par rapport au goûter de vos enfants, vous ne savez pas quoi y mettre exactement, vous n'avez qu'à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors on l'a dit, le goûter a un rôle primordial dans la journée de l'enfant parce qu'il a besoin de se rebooster pour pouvoir premièrement aussi tenir en classe et avoir cette énergie pour son intellect aussi, parce qu'il a la journée à apprendre et tout ça, et pouvoir jouer aussi avec ses camarades. Quel est justement, en fonction de l'âge, quels sont les besoins nutritionnels d'un enfant pour le goûter? On sait que pour un plat, il faut quand même mettre la dose, mais pour le goûter, on a tendance à en mettre un petit peu trop, et du coup, au moment du déjeuner, du dîner, l'enfant n'a pas vraiment faim. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre? Justement, il faut savoir qu'un enfant, donc c'est une personne qui est destinée à évoluer physiquement, donc dans les besoins nutritionnels vont tout simplement évoluer avec tout simplement son âge, bien évidemment. Pour moi, aujourd'hui, un goûter idéal serait un goûter qui doit renfermer déjà une source de glucides complexes. On avait dit auparavant, au début de l'émission, que les glucides complexes, donc ça permettait, donc, si vous voulez, de créer donc une source d'énergie continue, vu que ça va se dégrader petit à petit au niveau de nos estomacs. Donc ça va fournir de l'énergie en continu. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Du pain? Du pain complet, des céréales, bien sûr privilégier les céréales à grains entiers plutôt que les céréales soufflées tout simplement. Ça rentre dans le processus justement de fabrication des céréales. On va utiliser justement des céréales sans sucre ajouté, donc on va utiliser tout ce qui est aromatisé. Par exemple, les céréales aromatisées à la fraise tout simplement, ça sent le chimique de mal tout simplement, il faut se le dire. Il faudra également penser plutôt à un laitage, donc que ce soit un yaourt ou un fromage toujours allégé en matière grasse, qui soit pas pauvre en sucre tout simplement, justement pour apporter à l'enfant le calcium pour l'entretien osseux, et yaourt nature si l'enfant, bien sûr, il faudra bien sûr s'adapter aux préférences de l'enfant, parce que c'est un peu un yaourt nature avec une cuillère de miel, ça passe? Ça passe justement. C'est mieux qu'un yaourt aromatisé. Justement, qu'un yaourt tout simplement nature, qu'un yaourt aromatisé. On peut aussi les yaourts, tout ce qui est brassé, vu la texture tout simplement. Ou les yaourts, justement, on va retrouver un peu des morceaux de fruits. Tout simplement confectionner un yaourt à la maison, en rajoutant nous-mêmes les fruits nécessaires justement pour donner ce goût un peu, on va dire un peu fade du yaourt tout simplement nature. Donc on a dit du pain. Du yaourt. Et puis des légumes, enfin des petits légumes, si l'enfant arrive à consommer des légumes un peu crus ou des fruits justement pour apporter le côté fibre, le côté vitamine. Donc les petits bâtonnets de carottes par exemple, c'est bon pour la santé. Tout simplement comme vous avez dit, la carotte, les pommes, voilà, un peu d'après le goût de l'enfant. Jouer sur les couleurs. Ça permet un peu de créer, si vous voulez, une animation en direct. Peut-être découpé avec des formes, avec des emporte-pièces en forme de cœur, en forme d'étoile. Ça va l'encourager un peu à consommer. Ça va justement créer une forme de concurrence loyale donc, avec ses amis. Peut-être qu'ils vont même se faire tout simplement une forme de compétition entre eux qui a le goûter le plus décoré. Et des petites brochettes de fruits, ce genre de choses. Ça peut être sympa donc, jouer, le faire participer aussi. Ça peut créer justement un moment maman-enfant ou papa-enfant, peu importe qui va préparer le goûter. Alors, quand un enfant n'aime pas les fruits frais et qu'il préfère les fruits secs ou par exemple tout ce qui est amandes, noix de cajou, ce genre de choses, quelle quantité faut donner? Parce qu'on sait que les fruits secs ou les fruits à coque, par exemple, sont très riches
Donc, quelle quantité donner? Il faut déjà veiller, parce que les fruits à coque, comme vous avez cité, il y a beaucoup d'enfants qui en sont allergiques, qui développent des formes d'allergie, donc il faut vraiment très faire attention avec ça. Et il ne faut pas oublier que les oléagineux, enfin les fruits secs tout simplement, sont une source de lipides. Donc la teneur en gras est assez importante, donc on ne veut pas tout simplement créer un surplus de gras. Généralement, une petite pincée, on va dire 10 à 12 noisettes, suffirait largement pour justement couvrir les besoins en fruits secs tout simplement, en bons lipides, surtout les noisettes. Il faudrait aussi penser à choisir les bons et les mauvais fruits secs. Il faut éviter tout ce qui est arachide et privilégier tout ce qui est noisettes, noix, tout simplement. D'accord. Bien sûr, sans sel, sans sans sucre. Sel, voilà, sans sucre ajouté, sans sel ajouté, non transformé tout simplement. Il faut éviter la transformation, manger l'aliment tel quel. Alors, pour certains parents, un goûter équilibré et sain ou un goûter qui fait plaisir à l'enfant, c'est peut-être la brique de lait au chocolat un petit peu épaisse, et puis les viennoiseries, ce genre de choses. On pense faire plaisir à l'enfant, mais derrière tout ça, il y a aussi des répercussions sur la santé. C'est pas forcément bon, c'est ultra transformé. C'est ultra transformé tout simplement, et c'est surenrichi en sucre tout simplement. Ça va créer justement la quantité de sucre va créer une forme de dépendance. Et c'est cette dépendance qui va être difficile pour justement pour le futur adulte que l'enfant justement sera. Justement, il faudrait veiller à faire plaisir à l'enfant, mais tout en conservant, on va dire, une autorité sur la santé tout simplement de son enfant. C'est pas toujours évident avec les enfants, surtout quand il y a une concurrence à l'école. Voilà, exactement. Justement, c'est par le biais de l'organisation d'ateliers, on va justement faire participer l'enfant à cuisiner, le prendre conscience, un peu jouer sur... À la fois, l'enfant, il est facile à faire manier et difficile. C'est pas toujours évident, voilà. Parce que justement, le rapport enseignant-enfant au cadre scolaire enfant n'est pas comme parent-enfant. Parent-enfant. Oui, quand ils trouvent le point faible des parents, ils savent comment nous manipuler, les enfants. Ils savent comment avoir ce qu'ils veulent aussi. Oui. Et c'est justement aux parents de trouver aussi le point faible de son enfant et de pouvoir justement faire passer un message tout en... Alors, un goûter, on a dit, on peut mettre du pain, on peut mettre des fruits et un laitage. Bien sûr, de l'eau. Ça, c'est logique pour l'hydratation. Par exemple, à la place du pain, j'ai envie de préparer quelque chose je n'ai pas envie de mettre du pain, ou bien sûr, il faut éviter le pain de mie. Le pain de mie. Parce qu'on pense souvent que le pain de mie est bon pour la santé. C'est le pain de mie, si vous voulez, un peu, pas victime, mais c'est beaucoup plus, on va dire victime tout simplement de ses composants. Justement, acheter du pain, le pain frais disponible chez le boulanger est un pain qui est tendre juste le jour même. Oui. Justement, dans un souci industriel, donc de conservation de fraîcheur, on va avoir l'utilisation de ce qu'on appelle des conservateurs. C'est là où vient vraiment le vrai problème du pain de mie. Et également, il y a l'ajout de tout ce qui est additif, exhausteur de goût, tout ça, c'est du sucre, voilà, de la farine blanche tout simplement. Même si on veut par exemple ajouter du pain de mie, il faut privilégier tout ce qui est pain complet. À base de la farine complète, elle est beaucoup plus nutritive que la farine blanche. Et par exemple, je veux faire une galette à la maison, ou par exemple, je fais mchoucha, ou ce genre de choses. Par exemple, mchoucha où il y a des œufs. Je vais faire ça avec de la semoule, on va dire. Semoule, les œufs, un peu de matière grasse, je crois que c'est ça. Les œufs, la semoule, la levure, c'est ça. Mais bon. La levure. Donc, on fait cuire ça, donc avec un peu de miel. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que c'est déjà suffisamment riche? C'est déjà riche en protéines, vu qu'il y a des œufs. Il va avoir le côté miel qui va apporter tout ce qui est glucides. Il y a le côté fibreux, si vous voulez, on peut rajouter à côté une source de fibres, tout simplement, pour un peu venir un peu caler, si vous voulez, si je me permets le mot, mais surtout un peu appeler de la texture un peu au niveau gastrique, pour justement arriver à une forme de satisfaction nutritionnelle. Très bien, merci Monsieur Malek pour tous vos conseils. On va passer à la rubrique de Wahida. Vous restez avec nous bien sûr, et c'est juste après ceci. Alors Wahida, aujourd'hui, comme toujours, la rubrique est dédiée à la Palestine. Aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler exactement? Justement, je vais partager avec vous une découverte que je viens de faire, mais d'abord, je vais vous montrer une photo et tu vas me dire, Monia, comment on appelle cet objet ou comment on appelle ça? Une bande à gaz.
Pour les bandages, c'est ça, pour se soigner. Exactement, exactement. Et ben aujourd'hui, je vous raconte l'histoire fascinante de la bande à gaz. Un trésor textile façonné par Gaza il y a plus de 5 siècles. Alors c'est au milieu du XVIe siècle. Bande à gaz, c'est la bande à Gaza. Donc à cette époque, Gaza rayonnait dans l'industrie du textile. Elle était connue pour son lin, sa laine et son coton. Exportée à travers le monde. Donc la bande à gaz atterrit un peu partout dans le monde. Avant la Deuxième Guerre mondiale, à votre avis, à quoi ça servait la bande à gaz? Allez, juste... à faire des bandages, à se soigner, non? Avant, c'était pour les danseuses de ballerines, donc elles utilisaient ça pour faire des tutus. Parce que ce n'était pas disponible de fabriquer elles-mêmes leur propre tutu. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est là où on a utilisé la bande à gaz pour faire des compresses et des pansements aussi. Donc, en explorant les différentes dénominations de ce rouleau de tissu, j'ai découvert que l'origine en latin du mot bande à gaz dans toutes les langues, soit on retrouve gaz, gaza. Donc, ça ne change pas. Cet héritage linguistique renforce son importance et son origine historique. Donc, bande à Gaza, en référence à la bande de Gaza. Bien plus qu'un simple tissu, il s'impose comme l'une des fournitures médicales les plus importantes, jouant un rôle indispensable dans les bandages et dans les urgences. Malheureusement, aujourd'hui, les hôpitaux de Gaza qui avaient fièrement présenté cette innovation au monde il y a quelques siècles, exactement. En ce moment, ils sont vraiment en manque. Donc, l'ironie est déchirante, alors qu'ils ont jadis partagé ce précieux savoir-faire avec le monde. Aujourd'hui, ils sont vraiment en manque. Oui. Voilà. C'est triste. J'étais très contente de découvrir cette belle découverte, mais à la fin, ça m'a attristée parce qu'en ce moment, il y a un appel aux dons pour collecter tout ce qui est outillage pour les urgences. Et bien entendu, ils ont besoin de beaucoup de bandes à gaz. Justement pour pouvoir soigner les blessés qui sont en train de subir vraiment, comme on le dit à chaque fois, un génocide, un nettoyage ethnique. C'est terrible ce qui se passe. Et justement, si vous êtes, vous serez là demain avec nous. Et demain, ce sera une émission spéciale consacrée aux enfants, les répercussions psychologiques et les droits des enfants de Gaza. Bien sûr, ce sera demain de 10h30 à 11h30. On en parlera avec des spécialistes. Ce sera une émission spéciale. Merci Wahida pour cette information très utile, je ne savais pas, et merci beaucoup. La bande à gaz vient de Gaza. Merci encore. Merci Monsieur Mohamed Mellek, pardon. Vous êtes nutritionniste, merci d'avoir participé à l'émission, tous les conseils que vous avez donnés. Je vous remercie pour l'accueil, pour l'invitation, et au plaisir de vous revoir bientôt. Inch'Allah. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne et à demain, 10h30.